qui sont les autres personnes habituellement qui sont dans ce cercle et pourquoi est-ce que la mode ne les intéresse pas. Et ça va être intéressant, je pense, de discuter de ça ce soir, parce qu'à mon avis, une des manières de craquer les problématiques, c'est d'avoir une pensée cross-sectorielle. C'est probablement ce que vous faites ici et ce que fait le Shift. Moi, c'est comme ça que j'aime bien réfléchir pour aller chercher des solutions dans un secteur qui sont en avance sur celles qu'on pourrait avoir dans la mode. Et puis, il y a aussi des problématiques communes dans ce que vous venez tout simplement d'évoquer, mais voilà, le fait de s'adresser à la fois les problématiques sur la chaîne de valeur, de conception, de création, mais aussi de communication quand on parle du consommateur, quand on parle aussi des dirigeants et des personnes qui prennent les décisions pour faire ou non justement shifter leur business. Donc, forcément, on a beaucoup de sujets en commun et en même temps pas beaucoup de temps pour les traiter. Ce que je vous propose peut-être, c'est que je vous fasse un petit récap de mon activité et qu'on réfléchisse ensemble peut-être au point de contingence, puisque, enfin, déjà, est-ce que ça peut vous aller comme manière d'aborder la chose? Carrément. Ok, super. Bon, n'hésitez pas à m'interrompre, parce que comme je ne vois pas, en effet, je me sens un petit peu seule. Je précise que je suis hyper pimpée, mais parce que j'ai un dîner juste après, j'aurais fait honneur pour vous, mais je porte rarement des sequins. Donc voilà, vous avez la démonstration complète dans toute sa caricature. Donc, enchantée. Moi, je suis aussi une outsider de la mode. Bon, ça commence à se savoir quand même de plus en plus, mais je suis médecin de formation. Je suis diplômée des internats de Paris. J'ai fait mon clinica, voilà, tout bien en bonne et due forme. Avant de monter une première activité professionnelle qui est un média, qui est aujourd'hui mon job principal, et une deuxième qui a quelques mois, qui est un projet tech, une application qui s'appelle Scored, qui est une application d'information des consommateurs sur les marques. On commence avec le secteur de la mode, mais on a l'ambition d'aller beaucoup plus loin. Donc, peut-être dans les grandes lignes, comment j'ai opéré justement mes propres shifts professionnels. Je suis curieuse, plutôt hyperactive et passionnée de tout un tas de sujets en dehors de la médecine qui m'a passionnée, parce que c'est vraiment une discipline extraordinaire qui m'a beaucoup forgée. On me demande souvent pourquoi je suis partie et ça s'est fait en pente douce, un peu à contre-cœur sur certains sujets, mais en tout cas, donc j'ai commencé la première partie de ma vie étudiante et professionnelle à Nice puis à Paris. Je suis radiologue et même plus précisément radiologue interventionnel, donc j'ai une formation de chirurgie sous contrôle radiologique, ce qui a occupé la plupart de mes études. Et je me destinais à une carrière plutôt universitaire, donc en ayant fait en parallèle un cursus de sciences pour pouvoir me fermer aucune porte parce que j'aimais beaucoup la médecine dans le dur, le CHU, et que de toute façon l'interventionnel se fait sur des plateaux techniques qui sont complexes et qui nécessitent des réas à côté. Et donc l'hôpital était le choix. En bonne, donc curieuse et touche à tout, pendant toutes mes études, j'ai fait tout un tas de trucs. De la gestion d'une asso étudiante pour la mobilité qui m'a amené à créer une structure Erasmus qui n'existait pas, à partir moi-même. J'ai eu divers blogs de voyage sur la culture, sur la mode. Je suis une passionnée du vêtement. Je le précise parce que c'est très différent de la mode pour moi. J'ai vraiment été éduquée dans le respect du savoir-faire, l'artisanat, que ce soit sur les objets en général. Et aussi issue d'une famille mixte de politiques et de pharmaciens-médecins. Donc, dans les deux côtés, l'apparat a beaucoup d'importance. Et il y a une capacité à se transfigurer que je pense j'ai pressenti assez tôt, avec ce vêtement qui est en fait un objet universel de plein de choses, de communication, de médiation politique, sociologique, de grandes révolutions voilà, sociétales pour les droits de X, Y, Z. Et que je trouve malheureusement on perd, dont on perd la capacité d'expression à la fois artistique tout simplement, mais aussi politique aujourd'hui. C'est pour ça que peut-être d'ailleurs vous avez vu passer sur le dos de vos comparses des warming stripe jackets, donc ces vestes aux couleurs de bandes de réchauffement climatique qu'on a produit il y a 2 ans, précisément pour remettre un petit peu de politique et de message à impact dans le vêtement. Mais bref, parenthèse refermée là-dessus. Je vous explique parce qu'en fait, les points se connectent à l'issue, bien sûr. Donc, en parallèle de ces
ces sujets qui me passionnaient en parallèle de mes études, j'ai donc fait un cursus de sciences avec un master 1, un master 2. En master 2 que je ne voulais pas faire dans un labo à injecter des rats pour les mettre dans des IRM. J'avais besoin de voir autre chose. Et l'année de ma thèse, en 2016, j'ai postulé à Paris 5 pour un master qui s'appelle EdTech, donc Education Through Technology. Donc à l'époque, on ne parlait pas du tout d'IA, hein. C'était par contre les prémices de l'edutainment et de la manière dont on pouvait utiliser le numérique au service de la pédagogie. Donc la robotique, les applications, les MOOC, etc. Avec Sophie Penn notamment et son équipe. Et j'ai lancé un projet d'application qui ressemblait un peu à Tinder, mais au lieu de swiper des matchs, vous swipez des cas cliniques. Et l'idée, c'était d'apprendre aux étudiants en médecine générale la radiologie à travers des cas d'image. Donc, gestion de base de données, c'était un peu on va dire mon entrée dans la tech au-delà de ce que la radiologie peut avoir de lien avec ce terme généraliste. Et puis, le fait d'avoir goûté à cette gestion de données et à ce qu'on pouvait en faire de façon utile, je pense m'ont amené secondairement à Scord que je vais vous présenter. En parallèle, la même année, qui était une année de pause dans mon internat, j'ai répondu à une offre de rédaction bénévole pour un média parisien féminin qui se lançait, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était un peu snob, qui se voulait intellectuel, qui ressemblait un peu à un salon proustien mais digital. Donc on parlait de haute couture, on parlait de relations hommes-femmes, relations humaines en général d'ailleurs, et de diverses choses. Moi, je prenais beaucoup de plaisir à écrire sur ces sujets et j'en ai fait un qui portait sur l'impact environnemental, sur la santé des méthodes de production de vêtements. Donc principalement le cuir justement et le denim. Et à l'époque, donc, je m'étais intéressée plus précisément à la Chine et à la condition des femmes avant 35 ans, et en faisant la littérature scientifique, parce que précisément, en fait, la bibliographie, vous pouvez l'utiliser, j'imagine que vous le savez au Shift, mais pour à peu près n'importe quoi, pas uniquement la médecine. Et moi, je suis tombée de ma chaise en découvrant qu'il y avait des données là-dessus sur la prévalence de maladies chroniques hyper graves, voire de cancer chez des jeunes femmes qui avaient quasiment mon âge. Et j'ai réalisé à ce moment-là que ces marques, j'allais leur donner mon gros pouvoir d'achat parce qu'un radiologue, ça gagne bien sa vie et que j'étais pas du tout d'accord avec cette idée. Donc j'ai commencé à vraiment me documenter sur le sujet et à me dire comment se fait-il que moi, citoyenne, j'étais pas activiste à l'époque. J'ai eu une éducation avec l'écologie dans les grandes largeurs. Une maman féministe et qui quand même était aux prémices de ces choses-là dans la ville, très investie en politique pour le développement durable, les bâtiments HQTE, le tri sélectif et ce genre de choses. Mais j'avais pas particulièrement cet activisme chevillé au corps. Et en fait, à l'époque, j'avais envie de parler de ces sujets à la communauté mode qui n'entendait rien à l'écologie et faire en sorte que l'écologie s'intéresse à la mode. Donc j'ai encore du travail, d'après ce que je comprends. Pour les mêmes raisons que j'ai évoquées au début, parce que le vêtement, c'est vraiment un vecteur universel de message qui est surpuissant. En fait, tout le monde s'habille et par contrainte ou par goût. Et la mode, c'est aussi forcément l'une des plus impactantes à tout point de vue, sur l'eau, sur les terres cultivables, sur évidemment les émissions, sur l'humain bien sûr. Donc on a des leviers d'action qui sont énormes et c'est aussi une industrie qui est absolument futile. En fait, on a suffisamment de vêtements pour habiller jusqu'à 7 générations qui vont nous succéder. Et donc non seulement c'est futile, mais en plus c'est la seule industrie qu'on peut consommer de façon illimitée et que ça ne choque personne. Là où vous ne pouvez pas consommer du fast-food, 10 hamburgers par jour, ou vous achetez 10 crèmes de beauté, ou 10 iPhones, ou 10 voitures. On a un mode de consommation qui est frénétique dans beaucoup de domaines, mais la mode, vraiment, ça choque personne de faire une commande de 10 pièces sur Shein et de recommencer la semaine d'après, ou d'aller chez H&M le lendemain. Je fais un peu un tunnel, donc n'hésitez pas, parce que c'est une interaction, hein, si vous avez des questions ou vous voulez rebondir. Sinon, je continue. Continue, c'est trop bien. Ok, super, merci. Donc voilà, donc à l'époque, je décide de lancer ce blog.
Et puis, mon master se termine, donc je finis mon internat, je passe ma thèse, je me lance dans mon clinica et ce qui, au départ, est pressenti comme un blog, finalement, devient de plus en plus un petit média. Un média qui, alors que je comptais, merci, que je comptais m'adresser plutôt au B2C, est approché par les professionnels. Et donc, les gens qui me contactent en premier, ce sont les salons du textile, ce sont certaines marques qui me disent mais en fait qui vous êtes et d'où sortent vos infos, c'est hyper documenté, c'est pas trop mal écrit, vous nous faites peur mais en même temps vous nous intéressez, est-ce qu'on peut faire des choses ensemble? Donc j'ai commencé comme ça à prendre la parole, à modérer, à écrire de plus en plus. Et puis donc il y a une longue histoire sur le média, mais en 2021, fin 2021, j'ai décidé de me lancer en fait à plein temps, en retirant un zéro à ma fiche de paye, en me disant que j'avais quand même mes diplômes et que si jamais je foirais tout, je pourrais me réinstaller en tant que médecin, et que j'avais envie de tenter l'aventure à la fois entrepreneuriale et de cet impact, parce que ma réflexion à l'époque, je me souviens très bien de cette sensation de solitude au bloc opératoire. Je faisais beaucoup d'actes relatifs à la cancérologie. Donc, ça va de la biopsie superficielle à des gestes beaucoup plus compliqués, des chimiothérapies profondes, injectées avec précision dans les organes. Et un des gestes les plus récurrents, c'était la pose de cathéters de DVI, en fait, donc de petits boîtiers que vous avez peut-être déjà vus, de chimiothérapie. Et en fait, c'est un acte assez cathartique pour les patients, parce que vous passez d'un diagnostic qui est posé sur un examen de radiologie à la matérialisation de votre cancer, parce que c'est par là qu'on va vous injecter la chimio, c'est le premier acte généralement chirurgical, ou bien ça suit la chirurgie. Et comme c'est un acte qui se fait sous anesthésie locale, qu'on est à côté de la tête du patient, qui évidemment a un champ, donc il ne nous voit pas, mais c'est le moment où ils ouvrent les vannes, quoi. Et c'est qu'est-ce que je regrette, quelle a été ma vie, je suis un peu dans cette mise en abîme et je me confie. Et en fait, j'étais en colère d'être en bout de chaîne, surtout auprès de patients qui potentiellement étaient malades de leur mode de vie, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils respirent, de ce qu'ils boivent. Et j'avais envie d'agir en amont, en fait, et de bosser sur des axes beaucoup plus préventifs secondaires, parce qu'en pratique, on ne prévient pas les dommages qu'on a déjà faits, mais on peut essayer de les atténuer et puis de modifier un petit peu le sens de la barre, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai réfléchi à un rôle que je pouvais avoir à jouer vraiment en B2B dans cette industrie, positionner progressivement aussi en experte sur les sujets, parce que forcément, je passe mon quotidien à lire, à me documenter. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que je rencontre des gens comme vous, je rencontre énormément de solutions, alors start-up ou entreprises en transformation. Je rencontre aussi de plus en plus de dirigeants. C'est d'ailleurs un dîner avec que des patrons et des patronnes de marque qui se fait ce soir. De boîtes qui vont jusqu'à 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc, c'est hyper intéressant aujourd'hui d'être dans ce momentum, en fait, avec cette capacité à comprendre les enjeux du business, chose qui a été pas évidente pour moi au début. Quand on a un peu cette rage de bien faire, on se dit mais réveillez-vous, on s'en fout de votre EBITDA. Bon, en pratique, ils comprennent pas quand on leur parle comme ça, donc il faut faire le cheval de Troie. Et puis d'avoir à côté cette jambe un peu plus de sensibilisation au grand public, avec certains canaux du média qui sont plutôt B2C comme Instagram, où on a une communauté qui est ce qu'elle est, mais voilà, plus de 100 000 personnes, donc ça nous permet d'avoir une petite force de frappe. Donc ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est une partie de mon activité. Depuis 2023, j'ai repris la direction 100% de la boîte. Je l'ai cofondée au départ. Et j'ai fait ce virage vraiment B2B en 2023. Donc The Good Goods est un peu conçu comme The Business of Fashion, si vous le connaissez. On est à la croisée en fait de parfois Challenge, parfois Madness, parfois le BOF. Nous, on traite de la transformation de la mode, du secteur de la mode, du luxe et du textile. On prend en compte tous les segments de la chaîne de valeur, donc l'amont et l'aval, le serviciel, le circulaire évidemment. Et on essaye de s'adresser principalement à des décideurs, donc des dirigeants ou des C-level dans les entreprises. On travaille évidemment bien sûr aussi avec les écoles, les fédérations. Et donc le but de The Good Goods, qui est pas vraiment un média d'actualité chaude, c'est plutôt d'être une banque de ressources en fait, un super hub. Aujourd'hui, on a quasiment 2000 contenus, donc des articles, et qui vont vous permettre de vous aider dans n'importe laquelle de vos recherches. Sur le cuir, par exemple, on a des articles sur la traça, sur évidemment les alternatives végétales,
sur la façon dont on transforme les tanneries en étant épargnants en eau, quels sont les projets pilotes sur les certifications, etc. On a donc ce lexique des labels, un lexique des matières et globalement, enfin voilà, tout un tas de références, un calendrier sur les événements qui se passent dans l'écosystème et qui sont intéressants. Et différents axes. Donc, un axe que vous pouvez voir éco-conception, plus économie, un axe santé, un axe juridique, le CSRD a été mentionné, mais voilà, on fait de la veille sur ces sujets. On bosse aussi en collaboration avec la Fédération de la mode circulaire, dont je suis membre cofondateur. Et puis, un axe, bien sûr, communication, qui est notre dada. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? On a eu un podcast que je n'ai plus le temps d'éditer, mais qui est très riche, donc qui est encore disponible, qui s'appelle Onward Fashion. Pareil, si vous tapez podcast dans la barre de recherche du site, vous allez trouver tous les épisodes. Et on est présent sur LinkedIn, on a 2 newsletters, on a donc notre compte Instagram. Voilà pour le média, on fait des conférences beaucoup. Moi, j'interviens beaucoup en modération, en intervention dans les entreprises aussi, en conférence avec une masterclass que j'ai sur la plateforme Sator, que vous connaissez peut-être, Sator, qui n'a rien à voir avec mon nom, qui fait référence au carré Sator, qui est une plateforme un peu comme un Netflix de la formation, mais au service des transitions, avec des experts de tout un tas de sujets, l'économie de demain, la biodive, Pablo Servigne qui vient parler de la solidarité à échelle plus territoriale. Et donc j'ai une masterclass sur la mode avec une vingtaine de cours sur étagère que je pratique aussi en entreprise, en conférence. Et puis des projets aussi qui sont beaucoup plus sur demande. Et beaucoup d'accompagnement aussi à la programmation d'événements. Tout à l'heure a été mentionné ou en tout cas ça m'a fait penser à donc tout ce qui est frange industrielle, à l'événement Polytech avec lequel je travaille, mais entre autres ça va être Première Vision, Who's Next, Vivatech aussi, on a travaillé avec eux l'année dernière. Et l'idée de la direction de programmation, c'est de dire on a une journée ou un slot, une demi-journée, quelles sont les thématiques phares, quels sont les dirigeants qu'on veut entendre, quelles sont les startups qu'on veut mettre en lumière, et donc ça va de concours de pitch à espace curated by, business, breakfast, tout un tas de happenings qui permettent de faire un peu l'émulation. Et ce qui est intéressant en ce qui vous concerne et peut-être le reste de vos adhérents, c'est que, comme je vous le disais, moi j'aime beaucoup croiser les secteurs, hein. Je suis le fruit d'une pollinisation, hein, clairement. Et donc on va parler de pays, donc de vêtements professionnels, on va parler de BTP, parce que finalement il y a des débouchés dans la revalorisation du textile qui peuvent être utiles à ce secteur-là. Et j'aime beaucoup dans ces événements avoir l'opportunité justement de faire un peu ces cross-matchs. Ça, c'est pour la première partie de mon activité. Je ne sais pas déjà si à ce stade vous avez des questions et j'ai aucune notion du timing non plus, donc il faut m'arrêter. Ouais, je pense qu'on va passer aux questions après. Je pense que c'est bien de passer à Scord, effectivement. Ouais. Bah, en 2 mots, parce que vous allez pouvoir l'avoir entre les mains bientôt. Donc Scord, c'est un side project encore, mais qui est devenu une deuxième boîte. Initialement, en fait, on avait sur The Good Goods, version plutôt B2C, un annuaire qui répertoriait les marques il y a des années. On faisait à la main une évaluation des marques, voilà, où est-ce que c'est produit, qu'est-ce qu'il y a comme label, qu'est-ce qu'il y a comme greenwashing. Et c'était un taf titanesque, mais qui était hyper utile puisque c'était la deuxième page la plus consultée du site et que beaucoup de créateurs de contenu nous poquaient sur les réseaux alors qu'on les connaissait pas et qu'ils n'étaient pas du tout écolos au départ, en disant voilà, j'ai failli faire un partenariat avec Mango, mais j'ai lu sur The Good Goods que, donc finalement pas. Et il y a un an, je me suis dit, je pense qu'avec la quantité de data qu'on a et la puissance des IA qu'on peut entraîner, on peut en faire quelque chose à beaucoup plus grande échelle. On a fait un crowdfunding sur KissKissBankBank, on a gagné un prix, on a récolté 30 000 euros. Et avec ça, on a développé un MVP, donc mon CTO et moi, Kevin, qui est une personne formidable avec laquelle je suis associée aujourd'hui. Avec nos petits bras, donc on sort le MVP, c'était hier, donc on est vraiment sur la phase d'A/B testing. Évidemment, on a entre-temps fait une étude de marché, côté conso, côté marque, pour savoir quand on attendait chacun et chacune de chaque côté. On a fait un design produit, recruté une équipe pour l'instant de free. Et puis là, donc on a été accepté il y a 3 semaines chez Wilco, on a intégré l'accélérateur et on est en
en closing d'un tour, un premier tour de financement. Et donc, Scord, qui sort le 25 février, est une application qui vous donne toutes les infos sur les marques. On commence donc par la mode, évidemment le bedding, enfin le linge de maison, tout ce qui est autour, hein, les chaussures, les accessoires, etc. Et le but, c'est à la fois de renseigner donc, les users sur, point numéro 1, le rapport qualité-prix. C'est ce qui est ressorti en premier des demandes des utilisateurs, parce que l'écologie les intéresse, mais ne change pas leur comportement d'achat. Or, on reboucle avec la discussion, si on ne parle pas de rentabilité aux décideurs, on ne les fait pas bouger une oreille. Donc voilà, et en plus de ça, le rapport qualité-prix, la durabilité intrinsèque et extrinsèque du produit est directement liée à sa capacité à vivre dans le temps et donc à être désimpacté, puisque peut-être que vous l'ignorez pas, mais ce qui pollue principalement dans la mode, c'est l'étape de production, hein, des matières principalement, et puis ensuite la confection des vêtements, notamment parce que la plupart des pays qui produisent nos vêtements ont des mix encore très très carbonés, et que malheureusement la vaste majorité, aujourd'hui plus de 2/3 des matières sont d'origine pétrochimique. Mais donc voilà, synthétiquement, il faut tacler à fond la production. Et mon postulat, c'est de dire, avec Scord, on récupère de la data hyper qualifiée de consommateurs qui, à Quimper et à Nice, vont pas chercher les mêmes tags, sont pas intéressés par les mêmes choses, et donc apporter cette donnée aux marques pour qu'elles puissent affiner leur offre d'une part, arrêter de produire 100 000 exemplaires de robes jaunes et les pousser en discount alors que ça marche pas et qu'en moyenne, il y a 30% qui est gâché. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de créer une compétition saine entre les marques. Parce que si Adidas a une moins bonne note que Nike, elle va vouloir savoir pourquoi, ça va l'énerver. Et donc, forcément, elles vont se tirer la bourre positivement. Et donc, c'est un projet qui est un tout autre projet, hein, qui me demande beaucoup d'énergie, mais qui me passionne aussi, qui fait qu'aujourd'hui, The Good Goods est un petit peu plus autonome avec l'équipe de journalistes que j'ai, et que je me concentre en vaste majorité là-dessus. En plus d'un petit bébé de 3 mois qui a rejoint nos vies tout récemment. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est déjà pas mal. Je vous laisse à vos questions si vous en avez. J'espère que c'était adéquat, parce que c'était vraiment en free flow là. Hein. C'est franchement un grand merci, Victoire, parce que c'est passionnant. Ton parcours, il est fou. Ce que je propose, c'est que chacun rallume ses caméras pour que ça soit plus sympa pour Victoire. Et puis Fanny, je vois que tu lèves la main. Vas-y. Ouais, je suis au taquet, c'est génial. Non, mais c'est hyper intéressant, les différents prismes que tu abordes, ça me parle complètement. Alors moi, j'ai une question un peu outside du truc, mais comme tu appuyais sur le Good Goods, la partie communication, et c'est parce que aussi je l'ai vécu personnellement sur la côté que tu aurais sur du B2B, j'imagine que quand tu parles à des grands patrons d'entreprise de sujets à aborder, l'entreprise fait pas un turnover de tout ce qu'elle fait. Souvent, tu choisis un sujet et puis après, tu le multiplies. Et quand on est à ce stade, en général, elles veulent pas communiquer parce qu'elles ont peur d'une mauvaise presse. Genre, ils se sont dit écolo, mais en vrai, ils ne le sont pas vraiment. Et en vrai, ça existe. Comment tu t'apportes des réponses par rapport à cette peur en fait de communiquer, même si tu n'en fais pas beaucoup, ou si les entreprises en font peu? C'est une excellente question. C'est une des masterclass que je fais le plus en entreprise. La dernière, c'était chez le groupe Eram pour les 10 marques qu'ils ont, qui est un super cas, un cas presque facile, parce que c'est aussi une maison qui a encore des usines de prototypes en France, qui a encore certains savoir-faire et qui a beaucoup de valeur, et pour autant qui a la marque Gémeaux, qui est clairement pas un exemple de durabilité. Et donc, ce que je leur conseille, c'est de dire ce qu'ils font. Et alors vraiment de montrer précisément ce qu'ils font. Et par ça, j'entends quels sont les gens qui bossent chez eux, quels sont leurs métiers, quelle est la part d'éco-conception et les problématiques qui vont avec. Pourquoi on se prend la tête sur ce produit, qu'est-ce qu'il représente en termes de pourcentage, vraiment pas cacher la forêt par l'arbre, faire en sorte d'avoir des ordres de grandeur hyper importants, ça aussi, et d'avoir de l'information qui soit facilement accessible. Alors, il y a vraiment 2 heures de masterclass dessus, mais je commence généralement par vraiment des cas d'usage où je fais des captures d'écran de sites web de marques
Et c'est hyper intéressant de voir là où elle place la valeur ajoutée communicationnelle et elle tombe à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'en bon élève, elles vont se dire ah ben le bilan carbone, c'est ce sur quoi il faut communiquer. Donc il y a une pauvre page RSE avec marqué nous avons réduit nos émissions de 90% en tout petit sur le scope -1, quoi. Enfin, on sait très bien ce que ça signifie. Versus, et ce qui est logique, parce que en fait, quand tu t'appelles Undies, tu peux pas réduire ton scope 3 de 90% en claquant des doigts. Donc, d'une part, il y a cet effort de pédagogie à faire. Expliquer, on a réduit scope 1, on a changé les ampoules et de fournisseurs d'électricité. Ok, c'est un début. Scope 2, qu'est-ce qu'on fait? Scope 3, qu'est-ce que c'est déjà et comment ça nous challenge? Donc, il y a vraiment cet effort d'humilité et de transparence. Le côté aussi métriques dans le temps, ça c'est hyper important. Des marques comme Reformation, comme Icebreaker par exemple, ont des rapports RSE avec des charts très très visuels sur voilà ce qu'on a fait depuis 2 ans. Est-ce qu'on a réussi à atteindre notre objectif zéro plastique dans les packaging? Finalement pas. On s'était donné à 2025, il nous reste 4% qu'on n'arrive pas à enlever. Voilà pourquoi. C'est ce que fait très bien Loom, c'est ce que fait Patagonia Picture, pardon. C'est ce que fait aussi Veja. Voilà, on n'a pas réussi à mettre du coton bio sur toutes nos chaînes d'appro. Voilà pourquoi. Ça peut être fait de façon super ludique aussi. Je conseille souvent des pages immersives, un peu comme l'équipe Explore, par exemple, où le monde a ça, des infographies dynamiques. Donc, évidemment, ça demande un travail un peu de création, de design, d'être imaginatif. Mais pour moi, cette éthique de la transparence, c'est un super garde-fou pour les marques parce qu'on ne pourra pas leur en vouloir de balancer ce qu'elles font au regard de ce qu'elles ne font pas encore. Par contre, on va les tacler sur ce qu'elles font, mais qu'elles prétendent, même si c'est un mensonge par omission, faire bien et qui vaut pour tout le reste. Et ensuite, il y a vraiment pour moi un trésor de matériel vidéo, hein, y compris et en particulier sur des plateformes comme TikTok aujourd'hui, sur en fait, par exemple, typiquement chez Decathlon, parce que leur production est évidemment très morcelée un peu partout dans le monde, mais sur justement ces réflexions, en fait. Comment est-ce qu'on design une basket? Découpons-la ensemble, en fait. De quoi c'est composé une basket? Pourquoi c'est difficile à recycler? Parce qu'il y a 40 composants. Ah bon, et qu'est-ce que c'est les composants? Pourquoi est-ce que c'est majoritairement des matières pétrochimiques? Est-ce que ça se remplace par du recyclé? Et donc, en fait, d'aller dans cet effort de pédagogie qui fait que c'est aussi le principe de Score, hein, on explique avec à la fois bienveillance, mais aussi responsabilité partagée, l'effort de transition qu'il faut faire. Parce que en tant que conso, c'est important que tu comprennes que si tu veux une basket à 15 €, eh ben, tu ne peux pas exiger qu'elle soit dans les règles de l'art écologique. Et que du coup, soit tu bâches pas la marque parce que tu considères qu'elle ne fait pas assez d'efforts, soit tu acceptes de payer plus cher pour un produit dont tu comprends la balance écologique et pourquoi l'anatomie stricto sensu. Et donc dans Score, on valorise ça parce que à la fin de chaque fiche de marque, on donne un indice de progression en pourcentage dans les 2 années à venir pour qu'une marque, admettons, premium type Sandro versus une marque premium comme Bache, qui sont à des années-lumière de leurs engagements écologiques, mais qui, pour le Kidam, peuvent paraître un peu kiff-kiff, puissent pouvoir justement avoir cette note différenciante, à savoir aujourd'hui, le score est à peu près équivalent. Par contre, il y en a une qui se bouge et qui met des moyens, et l'autre qui ne fout rien. Et dans 2 ans, elles ne seront vraiment pas sur les mêmes échelles. Donc, c'est un ensemble de petites choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut de l'exemplarité et qu'il faut aussi des capacités d'imagination publicitaire qui sont pas celles qu'on connaît aujourd'hui. C'est beau et c'est fort et ça met un coup de pied dingue dans la fourmilière. J'ai un exemple, Kiab, qui a communiqué sur leur éco-conception parce qu'ils en font, où ils ont fait une robe où il y a 0 chute de matière. Ils ont une vidéo de dingue là-dessus. Et tu dis, ouais, génial. Mais au regard de l'ensemble de tout ce qui est fait, pas du tout. Oui. Bien sûr. Et du coup, c'est chaud parce que eux, ils communiquent vachement bien, tu vois. Et ils font des efforts, mais à l'échelle du mastodon de la qualité des matières et de comment elles sont faites, le vrai sujet. Moi, j'avais eu un cours comme ça qui m'expliquait il y a des faux combats.
typiquement de se dire ah bah comment on peut faire pour que l'eau ça soit plus écolo dans ma bouteille, en vrai tu bois l'eau du robinet, c'est réglé, ça existe déjà en fait, il n'y a pas de sujet. Et là tu as ces vrais sujets de à quel point ça va être hyper intéressant de voir ah bah eux je pensais qu'ils l'étaient et en fait au regard global de la société pas nécessairement, mais ça va en énerver certains. C'est pour ça que la notion d'ordre de grandeur, pour moi, est fondamentale. Et c'est aussi pour ça, ce que tu soulignes est hyper important, que Score n'est pas une application qui note les produits. Parce qu'en fait, tu peux être Nike et avoir un éco-score A sur ta basket, mais à l'échelle de ce que produit la marque et du nombre d'invendus, c'est-à-dire 450 millions de paires de baskets mises en marché chaque année et 30% qui ne sont jamais achetées, c'est une catastrophe. Et donc, c'est vraiment, en effet, comment dire, un outil marketing classique du greenwashing. Passe la main si vous avez d'autres questions. Ouais, alors moi justement, ça m'interpelle. Tu dis Score ne va pas noter les produits. Ça veut dire que ça ne note que les marques, c'est ça ou j'ai mal compris? Oui, absolument. Ça note les marques. On a 4 critères majeurs. Donc évidemment avec une grande granularité, mais en gros ce que l'utilisateur voit, c'est le rapport qualité-prix, comment dire, un critère relatif à la santé, donc à la fois la santé humaine et environnementale, un critère qui s'appelle respect, plutôt porté sur les chaînes de valeur, et un critère que j'ai oublié, un dernier critère, waste, sur les déchets, donc qui comprend par exemple la quantité globale de matière vierge d'origine pétrochimique utilisée par la marque, qui comprend le taux d'invendu, l'usage de l'avion et le pourcentage d'usage de l'avion dans l'ensemble des étapes. Etc. Et après, on a plein de critères secondaires qui sont des critères, par exemple, relatifs à la circularité. Est-ce que la marque a mis en place la seconde main? Oui, à quelle échelle? La réparation, il y a une garantie à vie sur les produits. On a des green flags, donc des points plutôt positifs, et des red flags évidemment aussi. Et ces fameux indices en pourcentage de complétude d'informations sur la fiche, de fiabilité aussi, puisque comme c'est des données publiques, entre un rapport RSE bullshit et un rapport RSE bien fait, il faut pouvoir trier. Donc ça aussi, c'est un genre d'impact factor, si vous êtes familier de la biblio, sur la crédibilité de la source. Et puis l'indice de progression à long terme. Est-ce que du coup, tu n'as pas peur que cette appli, elle soit pas aussi utilisée que, je sais plus comment ça s'appelle, le truc pour la bouffe là. Mince, il y a une appli comme ça. Yuka, voilà. Moi, je me dis sur du vêtement, les gens auront envie de scanner des trucs, mais si c'est que la marque, ça veut dire que assez vite, ils vont avoir fait le tour de l'appli et passeront à autre chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Oui, c'est notre préoccupation du quotidien. Ça, c'est sûr que la rétention. Alors, 2 points de réponse. Le premier, c'est l'étude qu'on a fait en amont, avant de se lancer à corps perdu dans une app B2C qui est possiblement un des business les plus compliqués aujourd'hui. C'est effectivement l'usage. Et en gros, aujourd'hui, les marques qui ont plus de 5 ans de recul sur le QR code sur leurs vêtements te disent toutes la même chose. Ça n'intéresse personne. Une marque comme Bash, justement, qui a ça depuis plusieurs années, je crois que c'est ridiculement petit. C'est un truc comme 280 flash sur l'année passée, sur des dizaines de milliers de produits vendus. Et donc, les marques concluent que ça va intéresser les douanes, ça va intéresser la partie légale, la logistique aussi, mais pas les utilisateurs. Il y a plein de raisons à ça. La première, c'est que c'est en fait là où, dans la bouffe, tu vas chercher un critère de santé ou de bien-être, dans le vêtement, tu vas te faire plaisir. Et donc, c'est très, très contre-intuitif de te censurer toi-même alors que tu t'apprêtes à faire quelque chose qui te fait du bien, parce que tu sais que tu vas lire vraisemblablement des informations qui vont pas te faire plaisir au sujet de la marque. Et ensuite, pour l'instant, la nomenclature produit n'est pas suffisamment simple. C'est pour ça d'ailleurs que l'affichage du coût environnemental va être mis en place pour qu'on ait vraiment juste une note type un score calorique. Parce que tout le reste, t'indiquant des scores de biodiversité, des scores d'eutrophisation de l'eau, etc., c'est inintelligible par le commun des mortels. Vous et moi, on le comprend.
ça nous intéresse, mais pas du tout la vaste majorité de la population. Or, c'est celle-ci qu'il faut qu'on fasse transiter efficacement si on veut avoir de l'impact. Et après, il y a un sujet de toute façon dans le vêtement qui rend impossible finalement le flash, c'est le turnover de la production. Là où la recette du Nutella, elle ne va pas changer d'une année sur l'autre, ou très peu. Et en plus de ça, les ingrédients sont publiquement obligatoirement publics. Dans le vêtement, la plupart du temps, une marque elle-même ne sait pas ce qu'il y a dans sa compo, parce que pour remonter jusqu'au rang 4, l'origine de la matière, connaître la teinture spécifique, etc., c'est une plaie. C'est des infos qu'elles n'ont pas aujourd'hui et que bien souvent, elles ne divulguent pas et qui ne sont pas publiques. Donc en fait, ça plus la rapidité avec laquelle les collections sont renouvelées. Sur Chine, on parle de 10 000 nouvelles références par jour, hein, donc c'est impossible à traquer. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième, évidemment sur la partie rétention, il n'y a pas que ça dans l'app, mais je ne veux pas tout vous révéler. La core feature, vraiment la fonctionnalité de base, c'est ça, à savoir, comme sur un site e-commerce, tu as des filtres et puis tu vas pouvoir avoir des cartes de marque. On est en train d'intégrer une super IA qui est en fait l'IA de la recherche de ton shopping, quoi. Si tu veux une paire de baskets dans telle qualité, dans telle gamme de prix, avec tel et tel critère, on va pouvoir te sortir les marques qu'on a répertoriées. On te permet de les comparer. Donc, il y a un petit chart un peu gamifié. Je ne sais pas si vous êtes familier des apps de foot, mais voilà, ça ressemble un peu à des charts de mercato. On a une interface de communication aussi avec la marque, avec un système de sondage hebdomadaire. Donc, si la marque veut savoir si, par exemple, c'est intéressant pour la communauté Scord qu'elle lance d'après la communauté Scord qui va sur sa fiche, bien sûr, qu'elle lance un service de réparation, et ben elle peut sonder la communauté en live. On a tout un tas de petites choses intéressantes. On a une cartographie aussi des boutiques et des services circulaires. Donc, les shops de seconde main, de réparation, les endroits où tu peux te débarrasser de tes vêtements usagés quand tu ne sais pas quoi en faire. Donc, c'est sûr que l'usage et la rétention sont des enjeux majeurs pour nous. Je pense que le but, c'est vraiment d'être une application réflexe, en fait. C'est pas forcément de te dire que tu vas utiliser tous les jours. Par contre, dès que tu veux acheter un truc, tu vas dessus. Et tu te fais des listes, tu enregistres tes marques favorites, celles que tu veux suivre, etc. Mais après, je suis à l'écoute de vos recos pour le meilleur produit tech qui vous rendra le plus service. Hein. Si vous avez des idées, on est en plein dedans avec le MVP, là, on est en plein bêta, donc le groupe WhatsApp foisonne de commentaires. Et tu disais que c'était qu'une première étape, la mode, c'est ça? Tu voulais Ouais. tu as d'autres projets avec Scord? Ça serait vers quel domaine, du coup, si c'est pas la mode? Dans un temps 2, évidemment, tout ce qui est assez proche, hein, le mobilier, le jouet pour enfants, textile maison. Ça peut être la mobilité douce et puis très rapidement la cosmétique, je pense, dans un futur moyen proche. Mais c'est assez costaud parce que c'est pas les mêmes méthodos. Enfin voilà, on est sur un projet très ambitieux. Mais carrément, mais c'est. En fait, déjà, il y avait tout ton parcours qui me paraît fou, quoi. À chaque fois, tu redémarres à zéro, quoi. Mais c'est dingue. Il y a un continuum, il y a un vrai continuum. Et puis, les différents business se soutiennent parce que je pense que The Good Good n'aurait pas eu la notoriété et moi la crédibilité que j'ai sans mon premier bagage, forcément, et puis une aptitude quand même à creuser des études, des PDF, de la littérature scientifique. Bon, je pense qu'on a tous le même kink ici, mais c'est pas donné à tout le monde. Et puis après, évidemment, The Good Good a donné naissance à Scord et Scord va s'appuyer sur cette notoriété-là. Enfin, tout est corrélé, hein, de toute façon. Donc, pour moi, c'est au contraire, c'est l'histoire qui continue de s'écrire. Est-ce que avec les parcours que tu as compris, alors je suis désolé parce que j'aurais dû demander à chacun d'allumer sa caméra à chaque fois qu'il se présentait, mais tu penses que justement ce cercle thématique textile et cuir peut être amené à vous aider, par exemple, sur des projets sur d'analyse de données, ou je sais pas, hein, c'est une question que je ne sais pas, et puis peut-être que vaut mieux que Pierre ou d'autres. Et plus que toi, Pierre, du CT. Il y a Alban qui est là, exactement. Ah oui, Alban, tu en fais partie aussi, j'avais pas compris. Ok.
vous avez sans doute déjà plein de choses à faire, mais j'ai compris que vous, le lien, enfin le Shift Project, vous avez beaucoup mobilisé sur des rapports, des recherches un peu précises, et que du coup, le CT, vous essayez de partir dans de nouveaux projets, vu que le Shift a d'autres est dans d'autres dynamiques, c'est ça? C'est qu'en fait, on a quand même une grosse force de travail avec des gens qui sont dans l'industrie textile et qui ont des compétences assez diverses, mais avec une vision environnementale sur cette industrie qui est intéressante. Du coup, sinon, on peut donner un coup de main et d'aller mobiliser des personnes dans notre réseau, c'est toujours intéressant. En tout cas, si on peut donner un coup de main sur des projets qui ont du sens, ça a toujours de l'intérêt. On peut en discuter. Trop bien. Avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Alors c'est sûr que c'est que sur le cuir, on a un vrai enjeu de méthodologie en propre parce qu'aujourd'hui, Scord la méthode, elle est générique et elle n'est pas très équitable du coup parce que si vous êtes une marque comme Bobby's ou comme Odage qui fait beaucoup de chaussures, forcément vous allez être impacté parce que vos appros cuir ont pas forcément. Alors ça dépend, hein, vous pouvez bien vous approvisionner en cuir, mais disons qu'il y a pas mal de critères qui seront moins adaptés que pour une marque de prêt-à-porter. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'à terme, il faut qu'on ait l'équipe pour ça et l'expertise, hein, parce que moi, je ne suis pas omnisciente, loin de là, et je compte m'entourer justement des meilleurs du secteur. C'est d'avoir des sous-méthodologies par typologie de marque, et ça va sans dire sur la cosmétique et autres. Donc, absolument, c'est un chouïa tôt, mais c'est hyper intéressant d'avoir ce type de conversation et de connexion. On bosse, par exemple, on était en lien avec le mouvement Impact France, que connaît très bien Guillaume, parce que Julia y est, et Guillaume Deloum, pardon, Guillaume Declercq. Et eux ont des databases sur leurs entreprises, beaucoup plus sur le volet social et économique, mais qu'on recroise aussi dans notre analyse, donc forcément, ça a beaucoup de valeur. Super, avec plaisir. Je vous mettrai en lien du coup au cas où s'il y a des ponts qui peuvent se faire, c'est sympa. Merci Christophe. Volontiers. J'avais une petite question, Victoire. Déjà, je trouve ça super le côté rapport qualité-prix en prenant la durabilité. J'imagine que c'est ce qui va faire aussi votre différenciation par rapport à d'autres plateformes comme Clear Fashion. Moi, un des biais que je vois sur la communication environnementale, c'est le fait de justifier son acte d'achat par un choix éco-responsable. Et on voit un peu ce que ça donne avec Vinted ou par effet rebond, en se disant qu'on achète de la seconde main, on vient amplifier son acte d'achat et on vient augmenter son impact environnemental global. Et je me demandais du coup si vous aviez déjà réfléchi à pourquoi pas, toujours dans une thématique dans la tech, avec des chartes un peu sympas, etc., de se dire si on vient rentrer, nous, nos achats, voir leurs évolutions dans le temps, et voir du coup si on augmente la quantité de produits qui a été acheté, ou peut-être avec des petits objectifs de réduction qui feraient qu'on a une trajectoire à faire avec j'en sais rien, un système de scoring qui dirait ok, j'ai fait un effort et il est valorisé parce que j'ai au final réduit ma consommation globale, et c'est finalement ce qui compte vraiment à la fin. Carrément. Alors là, on est sur la toute dernière feature qu'on veut développer, mais en fait, on prévoit d'avoir une interface utilisateur qui est très personnalisée, sur laquelle tu peux donc enregistrer les marques que tu veux éviter, suivre ou tes favorites. Et également, et là, peut-être qu'en effet, des gens du chiffre peuvent nous aider à avoir un peu un compteur en flotte, en carbone. La difficulté, c'est qu'en fait, on est plutôt sur des conduites d'éviction qui vont, enfin, d'évitement plutôt, qui vont amener un bon scoring, à savoir, par exemple, je sais pas, j'ai évité d'acheter 75 € de vêtements en fast fashion parce que je me suis retenue. Du coup, voilà quels sont mes bons points. On n'a pas encore craqué précisément cette comptabilité. Donc, c'est là où clairement on peut réfléchir ensemble. Mais le but, en effet, c'est soit d'avoir un équivalent, un peu comme sur Waze, tu as des points pour des points et ça ne te sert à rien. Voilà, tu as économisé X quantité d'eau ou d'émissions de carbone, ou de discounter des services. Parce que comme il y a vraiment la part belle faite à la circularité, mais aussi à la réparation plus qu'à la seconde main sur l'application, on s'est dit, vu qu'on ne veut pas pousser à la conso, on ne va certainement pas faire des bons d'achat de réduction chez les marques, mais par contre, dire, voilà, grâce à ce voucher, tu peux économiser 10 balles sur la réparation de ton prochain jean chez nos partenaires affiliés. Ça, c'est une réflexion, mais c'est vraiment plus long-termiste. En tout cas, c'est
Moi, j'y crois beaucoup. Je me demande s'il y a un vrai intérêt et si l'utilisateur fera l'effort. Mais ça, c'est aussi à challenger. Enfin, voilà, il faut qu'on teste. Mais c'est cool que spontanément, ça te vienne, en tout cas. Ouais, je n'y ai pas réfléchi plus profondément, mais ouais, en fait, les effets rebonds sur la communication environnementale, ils sont vraiment très, très durs à gérer. Et je trouve ça intéressant quand on développe un nouvel outil d'essayer de les prendre en compte dès la construction de l'outil, quoi. Ce qui est sûr, c'est que dans les fiches de marque, quand la seconde main s'apparente à du greenwashing, on le précise. Par exemple, sur la fiche de Sandro, c'est tout bête, hein, c'est des données publiques, mais quand vous allez sur des reviews de consommateurs, ils vous disent le site de seconde main, il marche jamais, il n'y a jamais d'offres. En gros, c'est juste une belle vitrine de greenwashing et versus une marque qui a du volume et qui en fait une vraie intention, une communication. Comme par exemple a pu le faire Feu IKKS ou presque Feu IKKS, c'est différent. Et tu as raison, enfin, c'est un vrai écueil. C'était le sujet de la newsletter du jour d'ailleurs, les effets rebonds sur la seconde main et les plateformes qui ont bon dos. Tu avais une question, Fanny? Je poche au KD, on avait racheté une partie des marques de Kidilies. Et bon, il n'y avait pas IKKS dedans, mais on a bien suivi. J'ai eu l'occasion de partager des échanges avec des personnes qui expliquaient un peu, voilà, on est dans le mur, qu'est-ce qu'il faut faire. J'étais la seule genre designer, donc pas CIO, avec que des têtes CIO de grandes marques de la région. Et tous, ils étaient convaincus de se dire, mais en fait, moi, si j'ai des engagements, parce que ils étaient assez convaincus de se dire que ça peut être économiquement viable d'en faire moins mais mieux et d'envisager de penser les choses autrement. Là-dessus, ils suivaient quand même le mood. Mais ils disaient, attends, mais pourquoi moi je vais faire des efforts et l'autre il va pas en faire? Et en fait, l'autre il va être meilleur que moi. Il y avait vraiment ce côté très puéril d'ailleurs de c'est pas moi, c'est lui. Et tous ils étaient d'accord de se dire, en fait, si l'État met pas des bons points aux bons et des mauvais points aux mauvais, nous on bougera pas. Et en fait, il y a quelqu'un en Moudré qui a pris la parole et qui a fait, mais en fait, les gars, vous comprenez pas ce que c'est la Gen Z. C'est eux qui vont pas venir chez vous, tout simplement, si vous bougez pas tout de suite et maintenant, parce que c'est pas rapide de mettre en place ce genre de sujet. Donc, hyper intéressant, effectivement, viser toutes les générations, c'est mieux, mais de comprendre sociologiquement la Gen Z, comment elle fonctionne, et de ce rapport de scoring, de points, tout ça, c'est génial parce que si ça peut la faire bouger activement vachement plus, et parce que le consommateur bougera, à un moment donné, l'entreprise bougera aussi. Donc, je t'encourage clairement à faire ça parce que il y a deux leviers. Il y a le levier que l'image de la marque a envie de se donner et c'est génial, mais aussi le levier on perd, les récupère et de voir qu'ils les récupèrent par des enjeux écologiques et une image clean, c'est canon. Mais c'est intéressant ce que tu dis dans la perception qu'on peut avoir justement des facteurs motivateurs pour les marques à bouger. Dans l'étude donc préliminaire qu'on a fait, les 40 entretiens avec les 40 CEO de boîtes, en gros, la première chose qui ressort, c'est que le consommateur n'est pas le driver du changement chez les marques, puisque les engagements ne modifient pas la conduite de l'achat. Et donc, quand on leur demande, OK, mais qu'est-ce qui vous fait bouger? En effet, c'est le régulateur. Point hyper important, la marque employeur, parce que les boîtes, y compris les D4 et tout, elles ont de plus en plus de mal à bouger. Donc, Scord est aussi là pour permettre aux gens de partager les valeurs des boîtes dans lesquelles ils vont bosser. Ensuite, il y a la partie finance, donc les investisseurs, les banques, qui de plus en plus sont à cheval sur l'extra-financier en parallèle et conditionnent un petit peu leur financement avec ces paramètres. Et puis enfin, le consommateur. Et donc, nous, en fait, ce qu'on se dit, c'est que Scord, nos reporting et nos classements, on peut aussi les vendre à des médias comme Le Point ou Vogue qui vont sortir des classements non plus de meilleures cliniques, mais voilà, des marques de fast fashion qui sont les plus ou moins terribles, des marques qui défilent à la Fashion Week de luxe, qu'est-ce qu'elles font pour la planète, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi un postulat qu'on a, on verra si ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on a réfléchi à cette espèce d'interface de communication pour les marques auprès de leurs clients, à savoir justement palper sociétalement ce qui se passe, comprenez vos utilisateurs et notamment les jeunes. C'est parce que le luxe, j'ai eu plusieurs entretiens avec des maisons comme Chanel
ou d'autres groupes qui disaient, nous, l'écologie, ça ne nous intéresse pas des masses de communiquer dessus. Par contre, on est vraiment en complète perdition. On ne comprend pas l'air du temps et on n'arrive pas à savoir ce que veulent les consommateurs. Ils disent qu'ils veulent que ce soit plus responsable, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut qu'on mette plus en avant l'artisanat? Est-ce qu'il faut qu'on ait plus de services? Est-ce qu'il faut plus de création à la demande? Est-ce qu'il faut une garantie à vie, etc. Et donc, c'est en ce sens qu'on réfléchit vraiment à faire de Score un vecteur de communication maîtrisé, mais entre les consos et les marques. Non, mais il faut que tu deviennes un label équivalent à Great Place to Work, en fait. C'est un peu l'idée, mais encore plus public. Ouais, c'est ça. Ouais. Un peu comme un guide Michelin, parfois je me compare à ça, ou un Trustpilot, mais en plus élaboré. Non, c'est canon. Sur ce dernier point, nous, en tant qu'acteurs dans cette industrie, on est tous à se poser la question tous les jours, comment on peut craquer la question environnementale. Et j'imagine que la donnée que vous avez récoltée là, avec ces 40 entretiens, elle doit être incroyable sur cette hiérarchisation de la mise en action environnementale dans les entreprises. Est-ce qu'avec The Good Good, vous avez prévu de publier quelque chose, en tout cas faire un rapport de ces données-là, ou c'est vraiment vous pour votre application et cette donnée-là, vous n'allez pas forcément la ressortir publiquement? C'est intéressant, j'y ai pas pensé. Je pense que dans certains axes, mais notamment sur la question de la com, c'est très parlant. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des portraits de CEO. Donc, si tu vas sur le site et que tu tapes portrait au CEO, tu vas tomber sur des entretiens individuels. Là, notamment, on sort dans pas longtemps Alex Fauvet, qui est l'ancien patron de Fusalp, qui a bossé avant chez Lacoste et qui maintenant reprend le code sportif, donc grosse mission, et qui lui est vraiment à des engagements chevillés au corps, qui est parti de Fusalp parce qu'il s'est fâché avec ses actionnaires justement sur des divisions sur les valeurs, quoi. Et on essaye à travers ces entretiens one-to-one d'avoir vraiment un moment de qualité et de l'information de qualité avec une posture aussi un peu de leader visionnaire qui comprend ces sujets. Mais j'y ai pas pensé en fonction de ce qu'on peut révéler, carrément. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des groupes ou dans les équipes RSE et qui sont assez frustrées sur la manière dont ils doivent convaincre un board, etc., pour ramener des idées environnementales qui sont parfois aux antipodes de ce qui peut être pensé dans le top management. Ouais. Donc, ce genre de petits conseils et ce retour d'expérience sur ce sujet-là, je pense que peut-être que c'est niche et que je suis dedans, mais en tout cas, c'est intéressant. Non, c'est pas niche du tout. Et d'ailleurs, pour nous, mettre en face la rentabilité ou en tout cas du retour sur investissement dans des actions RSE, qui ne soient pas considérées comme de la dépense à perte, c'est fondamental. Et on aborde tout le temps ces sujets, aussi des sujets de financement, comment tu décarbones ta chaîne de valeur et comment tu te finances pour ça. On a bossé avec l'ITA sur le sujet. C'est au cœur de tout ce qu'on propose. C'est de toute façon la seule manière de s'adresser aux dirigeants. Est-ce que Pierre, Alban, Fanny, vous aviez déjà été un peu justement sur The Good Goods? Oui. Ouais. Oui, ça m'arrive. Ah, cool. Moi, jamais, je dois avouer. Je m'en excuse. Creuse. Je vais vous filer des accès, un accès d'un mois avec grand plaisir. Si j'ai vos emails quelque part, récap dans le Meet, je vais vous faire demain des accès aux médias pour que vous puissiez vous balader. Pour des raisons de RSE, c'était pas le cas, mais ça pourrait peut-être être le cas, ouais. Mais d'ailleurs, je dois pas avoir les mails de tout le monde, mais peut-être que Fanny ou shootez-moi vos mails sinon dans la boîte de commentaires là, et puis on. Ouais. Merci. Génial, merci. Hein. Avec plaisir. Les abonnés sont plutôt justement des CEO. Christophe, je suis en galère sur mon téléphone. J'arrive pas à avoir accès au chat. Tu peux mettre mon adresse pour moi, s'il te plaît? Ouais, carrément, je fais ça. Merci. Ce sont en tout cas des gens, des décideurs, des postes assez. Soit des décideurs, soit des prescripteurs, donc des gens qui communiquent directement avec le board. Et après, je dis ça, il y a aussi des gens de l'ADEME, de la BPI, des écoles de mode, il y a des freelances, consultants, il y a pas mal de monde, mais oui, en pratique, en tout cas, c'est à ces gens-là qu'on s'adresse.
Hop là. Eh ben super. Un grand merci. Hein. Je vais essayer de retrouver les coordonnées de Zoé quand même. Ou Corentin, vous les avez, vous les gars ou Je vais les mettre, ouais. Je vais les chercher. Là, j'en ai 5 pour l'instant. Ah voilà, je crois que j'ai Zoé et Corentin là. Tac. Là, j'ai celle de Zoé. Bon, super. C'est bon. Merci, Christophe. Trop bien. Un grand merci, Victoire. Merci à vous. On arrive ça fait plus d'1 heure, parce que tu avais même démarré avant 20h. Du coup, c'est bien si on arrive à pas faire trop long. Est-ce que ça vous va si on dit que c'est bon pour ce soir? Et du coup, oui, un immense merci. Franchement, c'est passionnant et impressionnant surtout. Merci beaucoup. Écoutez, j'étais ravie d'être là et de partager un petit peu mon quotidien avec vous. J'espère que vous trouverez des choses intéressantes à lire sur le média. Et puis, n'hésitez pas, je vais vous mettre aussi mon adresse. Mais si vous voulez qu'on reste en contact, je reviendrai probablement vers vous pour les questions qu'on a évoquées sur Squared. C'est super. Ouais, trop bien. Et puis, dès que Squared, ça sort, on va en parler sur nos réseaux. À fond. Alors, je compte sur vous à 2000%. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tout le monde. Ouais, bonne soirée. Merci, bonne soirée. À bientôt. Ciao.